Bienvenue à tous, prenez place à table avec nous. L'UMI 38 est là pour vous, professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Vos droits, vos devoirs, tout est là avec l'énergie communicative de votre présidente, déjà Danielle Chavant. Bienvenue chez vous, Danielle. Bonjour à tous. Votre directrice Gaëtane Besson-Chavant, ça va Gaëtane? Très bien, merci. Allez, l'été arrive, on a toujours Chou avec nous. On va se Bonjour. retrouver pour les tendances de fin d'émission. Avec plaisir. Véro est prête pour sa chronique, nos invités évidemment. Mais on commence tout de suite, allez, avec le chiffre du mois 9. 9%, c'est l'augmentation observée en ce début d'année sur le prix du plat du jour dans les restaurants. Ces prix restent-ils acceptables par le client? Là est toute la difficulté. Un conseil, soyez le plus transparent possible. Ces produits en Isère, au lit glaçon, va jeter un froid sur vos boissons avec des glaçons gourmets, pourquoi pas, et une glace pilée d'une grande pureté issue de l'eau naturelle des Alpes. Qualité, quantité, c'est local et c'est pour vous les professionnels comme pour les particuliers. Et on va sur le feu après la glace tout de suite. Alors, on est sur le feu, mais on ne va pas souffler sur les braises non plus. Au contraire, on va parler de respect avec vous. Véronique Sigel, vous êtes là? Oui, absolument, bonjour. Merci beaucoup. Présidente de l'UMI Hôtellerie Française, on va s'appuyer sur un guide aujourd'hui qui est édité par l'UMI. S'engager pour des pratiques et relations respectueuses au travail. Véronique, quel est le point de départ de ce guide? Alors, le point de départ, en fait, il est ancien. On sait depuis longtemps qu'on porte une histoire qui est parfois lourde, où certaines pratiques ont été, on va dire, déviantes, en tous les cas, pas acceptables dans un milieu professionnel, dans certains de nos établissements, même si ce n'est pas l'ensemble de la profession, il en suffit de quelques-uns pour que ça fasse effectivement tache d'huile et que ça nuise à l'ensemble du secteur. Donc ça fait déjà des années que l'UMI travaille sur ce sujet-là. Nous avons eu dès 2014 un manifeste qui a été initié par Gérard Cagnat et qui a été re-signé en 2019 par l'UMI, qui s'appelle « Touche pas à mon commis », qui visait justement à appuyer sur des pratiques recevables, acceptables et surtout vertueuses dans le monde du travail et dans nos entreprises en général. Donc c'est un sujet qui est ancien et ma foi, force est de constater qu'il faut encore régulièrement en parler et en reparler pour gommer cet héritage du passé dont nous ne voulons plus pour nos entreprises, pour nos jeunes et pour l'avenir de notre profession. Vous voulez dire que ce sont des préoccupations encore assez récentes finalement? Alors encore une fois, c'est des préoccupations qui sont historiques et qui perdurent. En termes de préoccupations, je parle évidemment, puisqu'il suffit que ça existe dans un établissement, dans un seul endroit, pour que ça puisse nuire à l'ensemble de la profession. A fortiori aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, où évidemment les communications de cet ordre-là sont plus importantes, plus rapides et plus virales. Il est important effectivement que ceci n'existe plus du tout. Donc en fait, l'UMI, bonjour Véronique, c'est Gaëtane. Donc du coup, l'UMI a décidé de faire ce guide pour guider du coup nos adhérents pour peut-être réfléchir à leur management et voir s'ils ont des pistes d'amélioration. Exactement. En fait, ça a été une co-construction, ce dossier, avec plusieurs représentants de l'UMI dans les différentes branches et dans les différents territoires. L'idée, c'était aussi de mettre des mots sur certaines situations qui, pour certains, peuvent paraître insignifiantes et qui, pour d'autres, au contraire, sont extrêmement sensibles. Donc là, le travail a été vraiment de mettre des mots sur les choses, de trouver des solutions et d'apporter justement un éclairage important pour nos chefs d'entreprise qui sont dans le feu de l'action au quotidien et qui sont parfois noyés, qui parfois eux-mêmes ont été victimes de comportements quand ils étaient eux-mêmes apprentis ou jeunes professionnels
et qui inconsciemment reproduisent des choses même s'ils n'adhèrent pas, mais ça peut être inconscient. Donc c'est vrai que mettre des mots sur ces comportements-là et au contraire valoriser ce qui peut être positif, c'est l'objet de ce guide et c'est ce travail qui a été entrepris par l'UMI pour justement amener des comportements plus vertueux. On a souvent des gens qui nous disent bah oui mais notre temps c'était comme ça. Alors peut-être de notre temps c'était comme ça. C'était déjà pas correct à l'époque. Aujourd'hui ça l'est encore moins. Et surtout on a une génération en particulier post-Covid qui est encore plus sensible peut-être à certains comportements et nous devons collectivement insister, faire de la pédagogie et amener l'ensemble de notre secteur vers quelque chose de vertueux. Alors, j'ai compris que ce guide, il se présente d'une manière positive. J'imagine qu'il y a forcément de la psychologie, de la sociologie, peut-être des repères juridiques également ? Il y a également des repères juridiques, évidemment. Il y a aussi des repères économiques, puisqu'on explique aussi quel est le coût économique d'une situation, par exemple, de harcèlement qui serait reconnue, etc. On met des mots vraiment sur les choses. On parle aussi des réseaux sociaux, justement, qui peuvent diffuser une image qui, économiquement, peut être néfaste pour l'entreprise concernée. On a eu un cas récemment au Danemark, dont tout le monde a eu vent. Évidemment, c'est bon pour personne et surtout pas pour l'entreprise et surtout pas naturellement pour ceux qui sont victimes de ces situations-là. Mais oui, on a mis des chiffres économiques, on a mis des notions de coût humain qui derrière nous empêche aussi nous de recruter sereinement parce que certains jeunes ne veulent pas embrasser nos métiers parce qu'ils ont vu, entendu des amis, etc. qui auraient été victimes dans leur expérience professionnelle. Donc tout ça, c'est effectivement présent dans ce guide, sans tabou. Et de façon tout à fait pédagogique. Ça veut dire que c'est le sens de ce guide qui est positif. Il doit dire aujourd'hui, ça n'est pas parce que ça s'est fait avant, ça n'est pas parce que il y a une forme d'acceptation de ces comportements pendant des décennies, voire plus, qu'aujourd'hui il ne faut pas changer. C'est ça le but de ce guide ? C'est ça, c'est de dire non, ça n'est pas la norme. Vous l'avez peut-être vécu, mais la normalité, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a aussi, mais aujourd'hui encore plus, nous devons gommer l'ensemble de ces comportements et faire comprendre que ça peut être des petites choses, des petits gestes, des petits mots, mais répétés, c'est insupportable. Et ça n'est pas d'ailleurs nécessairement un problème entre des personnes qui ont des relations hiérarchiques. Ça peut être aussi entre collègues. Donc on parle de harcèlement à tous les niveaux de l'entreprise. Et c'est ça aussi dont il faut prendre conscience. C'est pas que le maître d'hôtel avec son serveur, le chef avec son commis. Ça peut être deux commis entre eux, ça peut être deux serveurs entre eux, ça peut être deux réceptionnistes entre eux. C'est à tous les niveaux de l'entreprise qu'il faut effectivement arriver à du respect mutuel, respect dans la relation, respect dans l'engagement et respect dans les gestes et les mots. Oui, bonjour Véronique, Daniel Chabon. Merci d'avoir pris du temps pour nous rappeler tout cela. Ce qui est souvent le souci, c'est que ces jeunes en formation, apprentis ou déjà commis, rêvent tous d'aller faire un passage chez un étoilé et on les comprend, bien évidemment, tout ça pour un CV. Et là, ils sont souvent prêts à tout accepter parce qu'ils ont besoin de ce CV et que s'ils font savoir ils savent qu'il y aura peut-être pour eux un barrage dans la continuité de leur carrière. Donc je pense que là aussi, il y a un travail à faire auprès de nos jeunes, de leur dire exprimez, n'ayez pas peur et je focalise pas sur nos étoilés, on en a besoin et c'est notre fierté, mais ils n'ont pas tous les droits.
Voilà. Il n'y a pas de soumission acceptée. Voilà. Voilà. Il y a d'ailleurs pas que chez eux. Ça arrive dans tout type d'entreprise. Et j'allais On a dire dans souvent tout type stigmatisé, pardon, d'entreprise. aussi le monde de la cuisine. Ah oui. Ah oui. Ça a souvent été stigmatisé, ça l'est encore. Oui. Et certaines, Oui, oui. pardon, mais certaines représentations, même à la télé, même dans les médias, même autres, y contribuent d'ailleurs. Donc c'était important de changer avec cet outil. Chou. Alors, bonjour Véronique, c'est Chou. Merci, merci pour votre intervention qui est vraiment éclairante, inspirante et nécessaire. Je pense que la prise de conscience, elle doit vraiment être collective. Et on a ce réel devoir en tant que professionnel de porter de vraies valeurs autour de nos métiers et d'arrêter pour cette minorité, de les faire s'arrêter, que ce soit nous, enfin les chefs d'entreprise ou encore les salariés. Avec Gaëtane, on est souvent sur les forums. On croise des jeunes qui ont rêvé et qui rêvent d'aller vers nos métiers, que ce soit dans l'univers de la salle ou de la cuisine. On reste très clairement scandalisés d'entendre encore des gamins, parce que ce sont des gamins, qui nous disent « Moi, j'aurais toujours voulu faire ce métier, mais j'ai fait un stage et j'ai arrêté ». Et ils ont arrêté pour les mauvaises raisons. Ils n'ont pas arrêté parce que c'était un problème d'orientation. Ils ont arrêté parce que c'était un problème d'entreprise Et de comportement. et de comportement. Et ça, il faut l'entendre. C'est important, d'accord ? On fait des métiers passionnants, d'accord ? Mais la passion, ça n'appelle pas aux excès. Ça appelle tout simplement au respect, au travail. On sait, on fait des métiers où effectivement, ça bouge, ça brase, on a du client, on a tous un peu nos envies de faire valoir une identité culinaire, un savoir-faire en salle, etc. Mais le collectif a son importance et c'est vraiment important de le rappeler dans les entreprises. Et c'est inconcevable de perdre des jeunes qui veulent aller dans nos métiers sous couvert de mauvais comportements. Inconcevable. Voilà, et ce guide aussi, je crois que c'est bien de le rappeler, ce guide n'est pas un guide accusateur. L'idée, c'est pas de dire toi, t'as mal fait, ça va pas. C'est juste que chacun puisse s'interroger, parce que dans tous les milieux, on peut être dans la mauvaise voie et de temps en temps s'interroger, se dire bah tiens, est-ce que je suis dans la bonne voie ou pas. C'est intéressant pour tout à chacun. Et certains, même d'ailleurs, ont pu changer certaines notions de base. Et certains chefs, des grands chefs, très grands chefs étoilés, refusent de se faire appeler chef dans leur propre cuisine, ce qui est quelque chose qui est accepté, qui n'est même pas nécessairement symbole d'une forme de soumission aussi. Il est chef et c'est le chef de cuisine. Mais certains disent que c'est déjà un mauvais point de départ. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est propre à chaque entreprise, chaque comportement. Je crois que le statut ne fait pas l'importance quand on communique auprès de ses salariés, ses collaborateurs, etc. Je crois que c'est surtout une ambiance générale et c'est des règles de base à donner au même titre que, je sais pas, dans un spectre familial, on pose un cadre en disant, à la maison, on se dit bonjour, on se dit merci, on se dit au revoir, on se considère les uns les autres. C'est aussi ça. Et surtout, alors, j'entends les remarques sur la cuisine en particulier, sur le chef, etc. Encore une fois, ça ne vient pas nécessairement du chef. Oui, bien sûr. Mais c'est une ambiance générale dans l'entreprise globalement qui peut amener à ces dérives-là. Et c'est bien pour ça qu'il faut prendre le mal à sa racine et réexpliquer simplement les relations humaines. Le bonjour est effectivement important, le simple respect, le regard, le geste, l'attitude au quotidien dans tous les membres de l'équipe. Mais il faut aussi, j'entends que l'entreprise, lieu de stage, etc., peut avoir un effet repoussoir quand ça se passe mal. Évidemment, on a malheureusement aussi des cas dans certains centres de formation avec encore des formateurs, j'allais dire, de la vieille école, qui, parce que eux ont été menés à la trique, pensent qu'il faut faire pareil. Et là aussi, on a un devoir, nous, d'attention, on a un devoir d'encadrement et de rappel des règles quand
dans les centres de formation, quand les apprentis, par exemple, nous racontent comment ça peut se passer parfois dans certaines écoles ou certains centres, je crois qu'il est important que ce soit un travail collectif, et c'est l'intérêt de ce guide-là, c'est d'être répandu, lu et compris de tous, parce que non, ça n'est pas possible de casser, de briser des envies, de briser des jeunes. On ne peut pas aujourd'hui perdre des vocations parce qu'on n'a pas été capable d'accueillir les jeunes correctement. Et surtout que ça va aussi dans tous les sens. C'est-à-dire, ce guide, c'est le respect en général qui doit venir de chacun. C'est pas... voilà. Exactement. Et pas forcément sur un niveau hiérarchique, pas forcément sur un bout de l'entreprise. C'est absolument général, et dans l'entreprise, et à l'école. C'est l'image de nos métiers, c'est notre attractivité qui est en jeu, et c'est surtout l'avenir de nos métiers, parce que si aujourd'hui on brise des vocations avec peut-être des entre guillemets Mozart qu'on assassine, parce qu'on va pas leur donner leur chance, c'est aussi un appauvrissement plus tard de l'ensemble de notre gastronomie et de notre hospitalité. Voilà, alors je reviens juste sur la notion de chef. Qui suis-je pour juger? Bien sûr, je ne suis pas de cette profession-là, et chacun voit les choses bien sûr comme il l'entend dans sa cuisine. C'était juste pour dire, c'est dire à quel point certains remettent parfois en question ces pratiques parce que ça ne leur convient pas à eux, ce qui ne veut pas dire que c'est un cas général. Chacun fait bien sûr comme il l'entend dans sa cuisine, mais c'est dire à quel point aussi, voilà, pour certains, ça commence peut-être aussi par là pour montrer une certaine démarche d'ouverture pour tout le monde. C'est pas du tout un cas général, et évidemment, chacun l'entend dans sa cuisine. Daniel, un dernier mot avec Véronique? On est quand même une profession où il faut sortir de ce carcan, parce que il y a des chefs de partout. D'ailleurs, quand j'avais pris cette présidence, j'avais créé un magazine qui s'appelait Oui Chef. Parce que tu as le chef de réception, le chef de rang, le chef de cuisine, etc., etc. On n'a que des chefs. Alors, il faut que ça s'arrête un petit peu, en effet. Donc, voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Véronique. Véronique, on peut trouver ce guide, bien sûr, à l'UMI 38. Et sur le site de l'UMI national, donc umi.fr, et vous avez une rubrique guide où il y a d'ailleurs tous les guides édités par l'UMI. Merci beaucoup encore d'avoir donné de votre temps pour Entre nous. Merci Véronique Sigel. Merci à tous. Merci. Et tout de suite, notre invité. Et c'est le premier critère d'un maître restaurateur. On va parler du fait maison. Avec vous, Jean-Jacques Géant, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes chef du service loyauté. Voilà. Là, On dit chef aussi chez nous. Voilà, chef. Puis alors, attention, du service loyauté et qualité des aliments à la DDPP Isère, la direction départementale de la protection des populations. Voilà. Alors d'abord, en quoi consiste votre mission? Alors, la mission, moi, c'est de mettre en œuvre les missions dont la CCRF est dévolue. Donc la répression des fraudes. La répression des fraudes, oui. Donc on ne fait pas du tout de sanitaire. Enfin, en tout cas, on ne fait plus de sanitaire. Donc on fait que de la loyauté et la qualité des produits. Ah, c'est-à-dire, je dis que c'est fait maison, c'est fait maison. Voilà, c'est ça va nous intéresser effectivement lors de nos contrôles. Voilà. Donc le fait maison, ce n'est pas destiné qu'aux maîtres restaurateurs. On s'entend bien, c'est pour tous les restaurants. Oui. Voilà, tout chef de restaurant, enfin tout patron d'un restaurant peut utiliser la mention fait maison. D'accord. Mais alors, dans ces critères, parfois, c'est la base, c'est aussi très valorisant, c'est vertueux. Alors voilà, c'est pour ça, nous, on va vérifier dès lors qu'il y a cette mention valorisante sur une carte, un menu à l'extérieur, dans une publication Internet ou quoi que ce soit. Donc les enquêteurs de mon service vont s'assurer que le fait maison répond bien aux critères prévus par la loi. Donc, ça veut dire qu'on ne peut rien faire au hasard. C'est le but aussi de votre mission à vous. On ne peut pas tout faire et on ne fait rien au hasard. La mission, je crois que c'est de s'assurer qu'on ne trompe pas le consommateur. Voilà, c'est ça. C'est que l'information que vous donnez au consommateur est loyale. Voilà, elle ne trompe pas le consommateur, parce que ça va altérer ou non son acte d'achat, enfin sa volonté de venir dans votre établissement. Je vois du fait maison, moi je vais manger fait maison, donc je vais rentrer dans l'établissement. Donc moi, les enquêteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vérifier que la mention qui est alléguée est vraie. Donc, comment je fais pour marquer mon fait maison? Je peux marquer tout simplement fait maison, ou je peux utiliser le petit logo que vous connaissez tous, la petite casserole avec le petit toit au-dessus de la casserole.
Si je mets ce petit logo juste en haut, le nom du resto et le petit logo, on va considérer que toute la carte est fait maison. Voilà. Donc là, il va falloir justifier de tous les plats. Ça va de l'entrée jusqu'au dessert. Si je mets mon petit logo ou fait maison juste derrière un plat, un dessert, etc., on va considérer que c'est ce seul plat qui est fait maison. Donc là, les enquêteurs vont vérifier que le produit, alors on va rentrer dans le détail, a bien été fabriqué sur place avec des produits crus. Voilà. Ah, ça veut dire la brique de crème anglaise. Non, il fait sa crème anglaise. Donc, il doit faire sa crème anglaise, Ah oui, son oui. île flottante. Il ne peut pas avoir monté Non. ses œufs, cuit ses... Là, Il fabrique sa crème anglaise. Il prend ses œufs, il fabrique. Voilà. On est bien d'accord. C'est dès lui lors qui qu'il a fabrique. fabriqué son île flottante, mais baigné avec une brique de crème anglaise, Non. ça n'est pas fait maison. Il fait sa crème anglaise. On Mais s'entend il bien y a des- là-dessus. Alors, par exemple, Oui. excusez-moi, une viande, parce qu'on a eu souvent ce problème avec le maître restaurateur, une viande avec une garniture ravioles du Royan, parce que c'est quand même... Ah bah oui, ça c'était Voilà. la question. Bah voilà. Voilà. Est-ce qu'il a Alors, fait sa raviole, raviole parlons-en là. Voilà. Non, mais C'est un voilà. produit de base en Isère déjà. C'est vrai Alors, qu'il et dans la y a Drôme. une liste Eh de ouais. produits qui D'accord. sortent du fait maison. D'accord. Alors, ça va être la salaison, ça va être la charcuterie, ça va être les pâtes, ça va être le pain, ça va être... Enfin, j'ai plus la liste complète en tête, mais il y a toute une liste et je vous invite à aller sur le site de la DGCCRF. Vous avez la liste complète de ces produits-là. Voilà. Donc, En fait, vous je avez crois que c'est ce que le consommateur n'attend pas ce qui doit être fabriqué que dans le restaurateur le fasse. Tout à Voilà, fait, c'est-à-dire, c'est ça. bon, les ravioles, on admet de façon générale On va que pas c'est demander quand à même ce qu'il très faut. très rare Voilà. si le restaurateur fait ses ravioles. Voilà, c'est D'accord. ça. Donc, s'il fait une viande à part, sa viande, il va la cuisiner, il à va fait. l'agrémenter d'une sauce, il va l'agrémenter de ce que vous voulez. Savoir-faire. De moutarde de Dijon, ça, il ne va pas aller la La fabriquer. moutarde, on on ne sait s'attend pas à ce qu'il la fabrique. Voilà, Voilà, c'est un tout ce qui condiment, est- etc. voilà. Voilà. Le coulis de tomate, c'est pareil. Par contre, la compotée de tomate ou la sauce Ouais. tomate, on attend ce qu'il la fabrique. D'accord. D'accord. Alors, Donc- les pâtes, attends, tout dépend de l'établissement ou pas? Parce que si on dit établissement pâtes fraîches fait maison, Alors, si jamais il met pâte fraîche fait maison, même si les pâtes sont exclues du champ d'application du texte fait maison, on va vérifier que la formation est loyale. C'est-à-dire qu'on va Eh quand oui. même regarder s'il m'annonce ça, que les pâtes sont fait maison. d'accord. Voilà, on va être logique jusqu'au bout. Il y a une règle et le Il y a message une qui est règle, annoncé. il y a une règle et le message qui est donné au consommateur. Et aussi, le fait de vérifier cette réglementation, ça permet aussi entre même les professionnels, en matière de concurrence, on va s'assurer que la personne ou l'établissement qui met du fait maison le respecte bien, au même titre que son confrère qui fait la même chose. Sinon, il y a un problème quand même de concurrence, parce que ça demande peut-être du personnel, ça demande un coût peut-être supplémentaire pour l'entreprise en matière de fluide, etc., de faire du fait maison. Alors, où se situe l'Isabue généralement? Est-ce que c'est dans les desserts aussi, où on sait qu'il y a souvent beaucoup de desserts qui sont prêts à servir ou tout juste prêts à réchauffer? C'est vrai que je pense que la partie dessert est peut-être plus compliquée à élaborer, peut-être pour un restaurateur, parce que bon, on est pâtissier ou on l'est pas, mais Ou puis il y a aussi beaucoup de propositions, des propositions oui, voilà, issues du et catalogue, on trouve des qui desserts très permettent une très certaine élaborés rentabilité. aujourd'hui, fabriqués par de l'industriel, Oui. qui le consommateur, il verra peut-être pas la différence si je mets du fait maison à côté. Donc voilà, l'intérêt des enquêteurs, c'est d'aller vérifier ça. D'accord. Après, je veux dire, il n'y a pas plus de fraude en fait maison qu'il peut y avoir de fraude dans d'autres allégations qui peuvent être données aux consommateurs. Hein. Je veux dire, le fait maison, c'est vrai que ça attire vraiment le consommateur. Voilà. C'est comme l'Origine France. Enfin, aujourd'hui, les consommateurs sont très attentifs à ces messages-là. Donc, nous, on veille justement, en tout cas pour cette partie-là, le focus qu'on fait aujourd'hui sur le fait maison, à ce que ça soit vraiment du fait maison. D'accord. Donc, je vous ai servi un fondant au chocolat qui venait d'une certaine marque et que j'ai juste fait réchauffer. pas le Qu'est-ce faire, que ça. vous faites alors? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va vous dire déjà que vous ne pouvez pas Vous êtes mentionner anonyme, au fait? Vous- On vous se arrivez présente comme toujours. On se présente toujours. On Vous- arrive. voilà. Les enquêteurs de mon service se présentent. Ils ont une carte D'accord. d'un emploi, Ok. bleu, blanc, rouge, etc. Et ils se présentent. Ils disent on va faire un contrôle inopiné. On ne téléphone pas pour dire on va venir. Bah oui. Vraiment, c'est pas rigolo. Hein. Il n'y aurait pas de fraude. Donc voilà, on prévient pas. Et dès lors que, en fonction de la gravité de l'infraction, je veux dire, ça peut se traduire à la fin par soit une procédure contentieuse ou alors une procédure de demande corrective, c'est-à-dire un courrier d'avertissement, ou ça peut être aussi une mesure de police administrative où on va dire merci de vous conformer, en tout cas, à vos obligations réglementaires. Donc là, un prochain contrôle sera à nouveau diligenté et on vérifiera que le professionnel s'est bien mis en conformité avec ses obligations. Et quelles sanctions?
Alors, on est sur la pratique commerciale trompeuse. On donne toujours la sanction maximale, donc ça peut aller de 2 ans de prison à 300 000 euros. 300 000 euros. Oui. Donc, Combien de prison? 2 ans. Ça fait cher. Donc, du coup, Ça fait un peu de repos. mais là, vous me demandez la sanction maximale. Moi, je ne suis pas le juge. Je suis pas le juge. Nous, Qui dépend du temps de pratique, du nombre les enquêteurs de... sont pas. C'est pas nous qui allons juger. Et ça Voilà. va être pour celui qui aura eu une première visite. Voilà, vous revenez, c'est de nouveau. et si c'est la de personne, nouveau. enfin, l'établissement a été informé, après l'élément intentionnel, il est tout trouvé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas me dire j'étais pas au courant dès lors que vous avez déjà fait l'objet d'un contrôle. Après, Oui, en général, on a eu les contrôles d'hygiène en 2024, puisque c'était un peu cette volonté, il y avait besoin. Il y a eu quand même beaucoup de... Tout s'est très bien passé, il y a eu beaucoup de gentillesse par vos services d'informer. On n'est quand même pas dans la sanction non, pas violente c'est pas et systématique, voilà. je suis d'accord. D'ailleurs, on vous en remercie sincèrement parce que ça fait du bien de savoir qu'on est accompagné sans être forcément Voilà. sanctionné. Après, comme on disait, je veux dire, ça dépend de l'infraction qu'on va constater. Et l'ampleur, voilà, c'est ça. Si on empoisonne Mais le du client. coup, ça veut dire qu'il faut utiliser à bon escient ce logo fait maison, le mettre au bon endroit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a 3 plats qui sont faits maison sur les 5 qu'on le met tout en haut. Voilà. Par exemple, c'est je fais vraiment une quiche au poireau, mon appareil à quiche au poireau, il est fait maison, mais ma pâte brisée ou ma pâte feuilletée, enfin ça dépend ce que va décider de faire le professionnel, elle est faite maison. D'accord. Je fais mon tour pour mon feuilletage, mais je fais aussi ma pâte brisée, enfin je fais tout. Voilà. Mes vol au vent, je les fais aussi, mes bouches à la reine, je les fais aussi. Voilà. Et c'est vrai que cette loyauté, ça s'entend dès lors que la mission est de nourrir les gens. C'est jamais anodin, donc on fait ce qu'on vous dit. Voilà. Et le C'est- consommateur, c'est il ça, vient pour prendre du plaisir à manger. Et donc il fait confiance. Lui, il a la chose de l'information qu'il a, c'est le menu que met à sa disposition le professionnel de la restauration. N'est-ce pas, Daniel? Oui, c'est en même temps très, très dangereux parce que ce fait maison, alors loyauté bien évidemment, important, mais je vais mettre fait maison sur tel plat parce que là, je sais que c'est parfait de A à Z, l'autre, je suis pas sûre. Moi, je suis le client, je dis, ça veut dire que l'autre n'est pas fait maison, c'est quoi? Enfin, je veux dire, ça renvoie une interrogation un peu négative sur l'image du reste, quoi. Alors après, c'est peut-être s'interroger si ça vaut le coup sur certains établissements de dire si c'est fait maison ou pas. Il y a, enfin voilà, ça peut être ne pas le dire. Le choix de ne pas le dire Mais parce c'est ça. que voilà. Non, je veux dire, il y a un risque en même oui. temps de vouloir jouer la loyauté sur certains. Plus ou moins, voilà. c'est Mais, certain. C'est Par certain. exemple, je peux proposer un plat de pâtes carbonara. Donc les pâtes ne sont pas prévues pour être dans le fait maison. Ma salaison, on appelle le lardon, etc. C'est pareil, c'est exclu du champ d'application du fait maison. Les œufs, c'est pas lui qui les fabrique. Donc du coup là, on est sur un produit qui est, on va dire, assemblé, cuisiné, parce que la carbo, on la fait pas à la crème, etc. Donc il faut quand même la cuisiner. Mais Merci de il le peut pas rentrer dans le fait maison. Donc je peux avoir ce plat-là qui sera pas fait maison. Par contre, je peux élaborer, je vais dire à côté une blanquette de veau, etc., un bourguignon, enfin tout produit que vous allez vous-même élaborer. Enfin le restaurateur, lui, peut remettre fait maison. Il est fabriqué sur place, élaboré sur place avec des produits crus. C'est Toujours la produit cru. guanciale. Excusez-moi, j'ai dit la pancetta. Quelle horreur. C'est ça. Ouais, c'est Donc, ça, ouais. Attention, sur le carbonara. Voilà, sur les carbonara jusqu'au bout, on prend un produit italien. Mais bon, ça va pas jouer sur le fait maison. Ouf. Mais non, c'est le même problème et celui du poisson frais, poisson surgelé. Dès lors que ça ne figure pas sur la carte. Alors, voilà, c'est Je une question veux apporter une précision, notamment sur les produits surgelés. Oui. Le fait maison n'exclut pas l'utilisation des produits surgelés. Oui, bien sûr. Voilà. Donc je peux acheter mes courgettes crues, je peux acheter mes carottes crues, etc. surgelées. C'est une matière C'est pas un première. souci. C'est une matière première crue. Voilà. On n'est pas sur la notion de frais. Non, mais pour certains poissons, par exemple, des établissements de poissons où on spécifie ses frais d'un côté et on ne spécifie pas de l'autre, C'est ça. le client est en droit de poser Alors, la si question. c'est du poisson frais, effectivement, on va regarder s'il n'est pas surgelé. Enfin voilà, on va rentrer Voilà. dans d'autres allégations. Et Chou, je crois, précision par rapport au titre de maître restaurateur, parce qu'on en parlait au départ. J'ai dit Le une titre de bêtise, maître, non pas du tout. Le titre de maître restaurateur, il est bien basé sur le cahier des charges fait maison, avec également des annexes différentes au niveau des produits. Là, on travaille des produits aussi frais. Il y a une liste bien spécifique des produits qui sont attendus à ne pas être fabriqués pour la clientèle. Et à ça viennent ensuite s'ajouter les spécificités du service. Voilà. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, prie, Jean-Jacques plaisir. Géant, pour ces précisions. Tout de suite, on va parler justement de loyauté et de précision dans les affichages avec Véro, tout de suite.
Et oui, les restaurants. Il y a beaucoup d'affichage dans les restaurants, Véro. Oui, Daniel, un mot à dire? Voilà, bah, ça fait que commencer. On va écouter la chronique de Véro. Qu'une partie des affichages, parce que sinon on en aurait beaucoup trop. C'est quoi, les tarifs? Oui, effectivement. Je reviens sur des affichages de prix aussi. On ne va pas faire les autres, c'est déjà pas mal. Donc on va revoir ensemble l'affichage des prix à mettre dans les restaurants. À l'extérieur, il faut mettre les boissons et les denrées les plus couramment servies avec leur volume et leur prix en TTC. Alors, c'est un arrêté du 27 mars 1987, donc qui est assez ancien. Ah oui. Donc je sais qu'on m'a dit que l'UMI est en train de retravailler cet arrêté avec la DGCRF pour l'actualiser, parce qu'il est très ancien. Donc aujourd'hui, le restaurant ou le bar, parce qu'on va parler des deux, mais le restaurant doit notifier sur des hauteurs de caractère de 1,5 cm minimum les boissons, les denrées les plus couramment servies chez lui, à savoir le café noir, le demi de bière pression, la bouteille de bière, le jus de fruits, le soda, l'eau minérale plate ou gazeuse, l'apéritif anisé, le plat du jour et le sandwich. Bien évidemment, si le restaurateur n'a pas ce type de produit, il va juste afficher ce qu'il vend. Ben oui. Mais il faut quand même, je répète, les hauteurs de caractère d'1,5 cm. Donc ça fait une belle affiche à mettre à l'extérieur. Voilà. Je vais vous quitter, je vais y aller tout de suite. Voilà. 1,5 cm, ça veut dire les lettres doivent être écrites comme ça? Très haute. Mais même pas en rêve. Pour même être pas en vue rêve. en... Ça suffit. 1,5 cm. Non, Allez, on y va, on continue. Dans le menu, c'est... Là, ce sont les boissons les plus couramment vendues. Okay. Ensuite, on doit mettre à l'extérieur l'affichage de la carte et des menus du jour. Comme on veut la présenter. Oui, ça, là, on n'est pas sur une hauteur de centimètre, c'est sa carte qu'on va afficher, sa propre carte. TVA et service compris, il faudra bien le préciser qu'il y a le service compris dedans. Avant 11h30 pour le déjeuner et 18h pour le dîner. Okay. On mettra également à l'extérieur la liste à minima de 5 vins les plus vendus. Et à défaut, si on ne vend pas de vin, ça sera des boissons non alcoolisées avec la contenance à dénomination. Il y a certains établissements qui ne vendent pas d'alcool. Donc on mettra les sodas qu'on vend le plus souvent. À l'intérieur, on va mettre bien évidemment les menus et cartes identiques de celles de l'extérieur. C'est mieux. Donc, il faut effectivement faire attention qu'on ait bien les mêmes prix et les mêmes contenances. La liste complète des boissons avec leur prix. Alors, la carte des vins, là, ça sera la liste complète de la carte des vins avec les quantités, centilitrage de vin, vin au verre, à la bouteille, au pichet. Il faudra bien préciser. Il faut préciser également les dénominations, AOP, AOC, vin du pays, IGP, en fonction de ce qu'on va vendre, et la provenance. Et enfin, on va mettre également en avant, si on a des alcools forts, rhum et ainsi de suite, avec le prix, la marque et la contenance. Attention, il faudra bien les séparer des alcools qui vont avoir un contenant supplémentaire style cocktail. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une bonne distinction entre le rhum que l'on va vendre au verre 2 centilitres et le cocktail. Il faudra bien que ça soit bien séparé, que le consommateur n'ait pas d'amalgame et de défaut là-dessus. Et la petite précision, parce que parfois on me pose la question, c'est sur l'eau potable. Donc l'eau potable du robinet est gratuite pour le client. Obligatoire. Gratuite et obligatoire pour le client. Donc, mais je précise bien, on ne peut pas me le refuser. Si c'est mentionné. Alors, je précise le client. Voilà. Le client, c'est celui qui consomme. D'accord, oui. Voilà. La personne qui rentre de l'extérieur et qui demande un verre d'eau... c'est au jugement. Est-ce que on peut éventuellement la vendre, à condition, là encore, de l'afficher, la contenance, le prix, ainsi de suite, puisqu'il y a un service derrière et qu'on peut mettre en avant le fait qu'on fasse le service. Mais quand un client qui consomme demande de l'eau, elle est forcément gratuite et obligatoire si elle vient du robinet. Très bien. Parce que l'eau est gratuite, bien sûr, au robinet. C'est une obligation. Voilà. Peut-être revoir les textes, à nouveau. Non, mais... C'est un service public. Voilà. Merci beaucoup, Véro. Et tout de suite, on passe à la question du mois. Et c'est Gaëtane qui va poser la question d'un restaurateur grenoblois. Tout à fait, qui nous dit « J'entends parler de toutes parts de facturation électronique sans bien comprendre de quoi il s'agit. Pouvez-vous m'éclairer? Que dois-je faire à mon niveau ?» Et pour cela, nous avons fait appel à notre partenaire Ecosphère, donc Adrien Coandé. Bienvenue. Voilà, et voilà, qui va pouvoir... du coup, nous éclairer et éclairer notre adhérent. C'est un cabinet d'experts comptables. Tout à fait. Experts comptables, on établit également les bulletins de salaire pour nos clients. Et on a aussi une cellule audit juridique. Donc voilà, on touche à tout le spectre autour de l'entreprise pour avoir un accompagnement à 360. D'accord. Donc ça, c'est le cas global. En ce qui concerne cette fameuse facturation électronique. Alors,
Comment est-ce que vous pouvez intervenir? Ils vont être mangés. C'est ça. Effectivement, en plus, les restaurateurs notamment, donc il n'y a pas que les restaurateurs, mais tous les métiers avec caisse, c'est vraiment, il y a quelques spécificités en plus. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est que la facture électronique, ce n'est pas une facture qui est envoyée par mail. Ça, on oublie. Aujourd'hui, si on envoie une facture par mail en PDF et qu'on se dit c'est bon, je suis conforme à la réforme de la facture électronique, ça ne fonctionne pas. C'est bien plus complexe que ça, malheureusement. Donc aujourd'hui, le but de la facture électronique, c'est vraiment à l'administration fiscale de lutter contre la fraude fiscale et d'avoir l'information en temps réel, donc de récupérer les éléments de la facture en temps réel. Pour cela, il faut que dans le PDF soit rattaché un codage XML pour récupérer la facture. Facture fournisseur. Alors, facture fournisseur... Je crois qu'il faut faire un distinguo, non? Oui. Ce dont vous parlez, c'est le fournisseur. Oui, en fait, c'est une histoire de date. Je vais expliquer, effectivement. C'était que le début de la réponse. Là, c'est vraiment pour dire, attention, une facture par mail n'est pas une facture électronique. Ensuite, pour répondre à votre adhérent, il va y avoir 2 phases. La première phase au 1er septembre 2026. Ça, c'est une phase où, en tant qu'adhérent TPE-PME, donc j'imagine la plupart des adhérents, ils vont être dans l'obligation de souscrire à une plateforme pour être en capacité de recevoir les factures électroniques. Pourquoi ? Parce que les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ont, elles, l'obligation, à partir de cette même date, d'émettre des factures électroniques. Donc, pour pouvoir recevoir ces factures qu'on recevait historiquement, soit par mail, soit par courrier, on a l'obligation d'avoir une plateforme pour la recevoir. Typiquement, l'électricité, la téléphonie, ou tous les fournisseurs qu'on peut avoir de matières premières qui ont plus de 250 salariés, ils vont devoir passer par des plateformes. Donc, si on veut recevoir notre facture, il faut avoir une plateforme dite agréée. Okay. Sinon, on ne sera pas en capacité de la payer et à un moment donné, ça serait quand même fâcheux de ne plus avoir d'électricité, par exemple. Donc ça, c'est au 1er septembre 2026. Donc il y a des plateformes qui sont dites agréées. Il y en a 120 aujourd'hui. Il y en aura certainement plus d'ici le 1er septembre, puisqu'il y a une phase de certification de la part de la DGFiP. Et donc, il faut souscrire à un mandat pour avoir cette plateforme, et ce qui permettra à votre fournisseur, du coup, d'aller chercher dans l'annuaire de la public les informations vous concernant à partir de votre numéro sirène. Donc vous ne faites rien, et entre plateformes, la facture partira de la plateforme de votre fournisseur pour arriver sur votre plateforme. Il n'y a pas nécessité... La complexité de la réforme, c'est qu'il y a plusieurs plateformes. Donc on pourrait se dire, il faut absolument que j'ai la même plateforme que mon fournisseur, sinon je ne vais pas recevoir ma facture. Non. Il y a ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les plateformes. Ce qui fait que chaque plateforme sont connectées entre elles. Désolé si je vous perds un petit peu. Je me suis arrêtée à électronique, alors vous dites ce que vous voulez. Interopérabilité, ce qui est important simple. de savoir, c'est que chaque plateforme sont interconnectées. Il y a des liens, on peut faire des liens l'un à l'autre. Voilà. En fait, c'est le portail public qui fait le lien. Et donc, chaque plateforme va chercher la plateforme vous concernant pour envoyer vers le bon tuyau. Il faut voir les plateformes un peu comme une boîte aux lettres, comme un tuyau, où ça permet à la facture de partir d'un point A vers un point B et d'arriver sur une plateforme où avant la facture arrivait potentiellement soit par mail, soit par la poste, ou voilà. Donc, et comment est-ce que là notre adhérent sait par où commencer dans cette affaire, c'est-à-dire qui c'est que je contacte, qui c'est que j'appelle pour pouvoir aller vers ça? Est-ce que par exemple c'est le fournisseur du logiciel de caisse qui peut faire ça? Est-ce que c'est le comptable? Ça, on va y revenir après au logiciel de caisse. Vous me direz. Plutôt 1er septembre 2027, mais c'est bien potentiellement parce qu'il faut savoir que du coup, il va y avoir une plateforme à la réception, donc c'est pour recevoir mes factures, mais après, effectivement, au 1er septembre 2027, j'ai le sujet de émettre des factures électroniques à mon tour. Ça, c'est un an après. Ça concernera tout le monde, TPE, PME. D'accord ? Oui, 1er septembre 2027. Okay. Donc, cette facturation électronique, donc, on peut très bien avoir la même plateforme pour émettre et recevoir. D'accord ? La problématique qu'on a dans l'hôtellerie-restauration, c'est que souvent, on a un système de caisse. Donc déjà, ce qu'il faut s'assurer, c'est que son système de caisse est capable de faire de la facturation électronique. Pourquoi ? Parce que dans la facturation électronique, au 1er septembre 2027, il y aura 2 choses. Il y aura ce qu'on appelle le e-invoicing, désolé pour le nom très français. Ça, c'est ce qui concerne les transactions entre professionnels assujettis à la TVA français. Ce qu'on appelle, encore une fois en bon français, le B2B. Donc, sinon, ça va.
Donc, Vous voulez un café, Daniel? Je pense. Oui, Je ne sais même pas si vous on va y parlez aller. fort. Non, mais demain, continuez, en tant que- On continue. Oui. Demain, en tant que restaurateur, si vous avez un professionnel qui vient faire un séminaire ou qui vient déjeuner avec son équipe, il y a une tolérance fiscale jusqu'à 150 € qui vous exonère de faire une facture à votre client qui vient manger chez vous. Quand on dépasse les 150 €, on est obligé d'avoir une facture normalement. Mais à partir du 1er septembre, on sera obligé. Mais en dessous de 150 €, je ne comprends pas. Vous On pouvez fait quoi? donner seulement le ticket de caisse avec la TVA, le hors-taxe. Ok. Ça fait office de justificatif pour la comptabilité. Oui, Au-delà de bah, 150 comme €, Intermarché, quoi. exactement. Très bien. Au-delà de 150 €, il faut avoir le nom de la société, le numéro sirène et donc ces éléments-là. Pourquoi ce distinguo? Pourquoi... C'est une tolérance fiscale en Mais il dessous n'y a de pas de 150. tolérance. Elle est où, la tolérance? Non, mais C'est pas sa Je faute. suis de votre côté. Hein. il faut qu'il assume, c'est son problème. Non, mais je veux dire, vous réalisez tout ce que vous nous dites, monsieur, c'est forcément la loi, on l'appliquera, mais vous vous adressez à des petites maisons, mais comment... C'est bien parce qu'ils sont, je sais, experts comptables. Je le c'est sais. mon quotidien. Non, mais on va les perdre. Encore plus qu'ils vont descendre le rideau. Non, mais je veux dire, 150, alors 149, je fais que le ticket. Non, mais bon. Attendez, Parfait, parce que j'ai pas excusez-moi. fini. Voilà. J'ai Ah pas bon, fini. faites attention parce qu'on n'a plus que 2 minutes normalement sur le Allez, termine on y de va, l'émission, deux mais on va y Très arriver. rapide. Non, donc ce 150 € est important. Pourquoi? Bien sûr. Parce que jusqu'à maintenant, on s'en moquait un petit peu. On mettait dans la comptabilité des tickets de caisse de 300 €, bref. Mais maintenant, comme ça rentre dans ce e-invoicing, on a l'obligation de faire une facture à notre client. Notre client, quand il va venir à la caisse, il va nous dire moi, je suis venu manger en tant que professionnel, donc il me faut une facture. Donc il TVA, faut que votre ouais, caisse bien sûr. soit capable de transmettre une facture et de faire partir du coup une facture de votre logiciel de caisse vers sa plateforme agréée. Donc il repartira sans document et ça sera directement sur sa plateforme. Ça, c'est le D'accord. 1er septembre 2027. Ça, c'est le 1er septembre 2027. Par contre, ce que vous pouvez, et nous, on accompagne aujourd'hui vos adhérents, nos clients et nos confrères le font également. L'objectif, c'est d'aller recenser ce qui est utilisé déjà aujourd'hui dans les restaurants et de voir si leur logiciel, leur caisse, va être ce qu'on appelle une solution compatible, c'est-à-dire qui est rattachée à une plateforme agréée pour que demain, cette caisse permette de transmettre directement une facture de manière informatisée à la plateforme de son client. Parce que si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vous allez devoir faire des choses manuellement, et le manuel, c'est une perte de temps. Donc c'est vraiment important, et nous, on accompagne nos clients, nos confrères accompagnent les adhérents sur cette partie-ci. Et très rapidement, pourtant, il faut prendre vraiment du temps là-dessus, il y a une deuxième partie qui s'appelle le e-reporting. Le e-reporting, c'est toute la donnée qui ne va pas être dans le e-invoicing, donc c'est-à-dire toutes les transactions, par exemple, avec les clients particuliers. Parce que l'administration fiscale, son objectif à elle, c'est de récupérer toute la donnée de toute l'entreprise. Sinon, ce serait pas drôle. Donc du coup, il va y avoir un e-reporting à faire tous les 10 jours, où vous allez dire, j'ai eu tant de chiffre d'affaires à 20%, à 10% et à 5,5 potentiellement en fonction si vous faites de l'emporter. J'ai eu tant de chiffre d'affaires et il faut détailler ça par jour. Et il faut faire ça tous les 10 jours. Donc, vous comprenez bien que si je ne suis pas équipé d'un logiciel de caisse qui permet d'envoyer automatiquement ces données, ça va être compliqué. Et donc, c'est sur ça qu'on accompagne aujourd'hui. Nous sommes bien d'accord qu'il y a la possibilité aujourd'hui de ne pas avoir de caisse, dans la mesure où on n'a pas du tout de caisse et qu'on n'utilise pas du tout de caisse. Donc, du coup, que font-ils ? Eh bien, si on n'a pas du tout de caisse, effectivement, ça veut dire qu'on a des données qui sont manuelles. Et donc, ça veut dire qu'on va retranscrire manuellement sur une plateforme les données tous les 10 jours. Et ce sera en plus des données qui devront être... C'est pas je somme les 10 jours et je mets les 10 jours sur une ligne. Non, c'est je détaille chaque jour et chaque jour par taux de TVA. Donc, potentiellement, je peux avoir... Donc, il faut avoir une caisse. Donc, nous, on invite quand même la plupart des gens à avoir une caisse parce que ça va être très compliqué à gérer cette partie reporting. Simplement, chaque client, sur sa facture, il faudra lui demander sa plateforme. Non, parce que du coup, à partir du moment où on a son numéro sirène et qu'on va renseigner son numéro sirène... C'est pas tatoué sur sa figure, son numéro sirène. Alors, pour faire un comparatif, l'Italie, ils sont passés depuis quelques années. Mais ils sont Donc, mieux, oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que typiquement, quand il y a un collaborateur ou un chef d'entreprise qui va manger dans un restaurant, il a un QR code. Et avec ce QR code, le restaurateur flash. Très bien. Et derrière, ça y est, je sais ça pourquoi permet je prends d'avoir ma la retraite, moi. plateforme. Alors, ou alors on fait appel
Adrien à Écosphère pour Avec avoir plaisir. justement être aiguillé vers tout, vers tout ce qu'il faut. Si vous saviez le respect que j'ai pour vous et pour votre profession, mais vraiment, je suis très très admirative de ce que vous faites. C'est vrai qu'on rit, mais la compta, quand c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Donc vraiment, Moi, je suis triste. oui, non, mais Vous pour pouvez être Adrien, triste pour nous aussi. Hein. oui, là, non, mais vous faites un. Vous faites pour moi, c'est pour moi le métier peut-être le plus difficile du monde. Donc vraiment, voilà, c'est simple pour vous, mais pas pour nous. Donc heureusement qu'on vous a et que vous êtes venu Très nous bien. donner les bonnes Merci de nous informations. avoir invités, en Voilà, tout cas. merci encore et bravo. Chou, tout de suite avec la tendance. Est-ce que je pense que justement Daniel a peut-être besoin d'un petit remontant? Eh ben non, c'est pas pour tout de suite, justement, puisque Chou va nous parler d'un nouveau métier qui s'appelle, attention, le sobrelier. Le sobrelier. Le sobrelier, eh oui. Moi, ça me parle, ça. Sommelier. Tout le monde connaît ce métier, mais imaginez un professionnel capable de créer des accords gastronomiques sans alcool. Il s'appelle le sobrelier. Oui. La contraction entre sobre et sommelier. C'est le spécialiste des boissons sans alcool ou très faiblement alcoolisées. Son rôle est le même qu'un sommelier, d'accord ? Il analyse les plats, il comprend leur saveur et propose un accompagnement liquide parfaitement accordé. Il ne propose pas de boissons alcoolisées, il est vraiment sur... alors, il peut proposer des choses déjà qui existent, ou même des fermentations, infusions, jus de légumes, thé ou décoctions artisanales. Très loin... Mais si, ça a du Très loin coffre, des boissons de la grande distribution qui sont parfois beaucoup trop saturées en sucre, en fait, et qui peuvent saturer les capteurs sensoriels de la clientèle. Cette idée, elle a été popularisée en France par Benoît Donofrio, ancien sommelier lui-même, qui a choisi de se consacrer... Un alcoolique qui s'est mis aux Ancien alcooliques alcoolique anonymes. également. Enfin, je ne sais pas, il faudra lui poser la question. Qui a choisi de consacrer cette nouvelle gastronomie liquide. Et selon lui, selon ce sommelier, il est devenu un meilleur professionnel en devenant sobrelier, car maintenant, il sait répondre à toutes les soifs. Et alors, il s'est surtout enterré tous les vignerons qui crèvent tous les jours. Alors, Non, mais que ça existe, mais comment on peut le mettre en... Il faut que je te parle, toi. Parlez, Daniel, avec plaisir. Non, mais bien sûr, non, mais... C'est complémentaire. Il y a Mais les c'est deux. pas complémentaire. Non, pardon, Ça- c'est... Non, Je pense que c'est complémentaire. Mais les vignerons crèvent. Tu connais le nombre qui ferment tous les jours? Alors, il y a Mais plus de alors, et donc vos clients qui ne veulent pas boire de vin, qu'est-ce qu'ils boivent chez boivent vous? de l'eau. Eh bien, donc vous perdez une vente. Mais pas Bah, du tout. bien Non, sûr que oui. Mais non, mais sobrelé, non. Comment tu m'appelais ça déjà? Sobrelier. 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 Daniel, je peux terminer ma chronique, Non, s'il vous plaît? vas-y. Ah, voilà, d'accord. Vas-y, Eh vas-y. bien, je vais le faire quand même. Mais moi, je bois pas Alors, d'alcool, je vais alors, l'écouter, je veux exactement, savoir. mais au cas pourquoi où. ce Eh métier oui. émerge-t-il? Justement par une évolution d'habitude des consommations. Parce qu'on a des clients de plus en plus, quasiment 50% des consommateurs déclarent quand même vouloir limiter leur consommation d'alcool par choix personnel, pour leur santé, Pour ou sa même jeunesse pour suivre éternelle, aussi les bien nouvelles sûr. tendances. On entend du dry January, etc. On a l'essor du marché Nolo. Souvenez-vous de l'émission en juillet 2025 où on parlait des boissons sans alcool qui connaissent une croissance spectaculaire. Les vins désalcoolisés, les bières 0 degré, les kombuchas gastronomiques ou encore les infusions complexes. Ce sont de véritables expériences gustatives. Et également, on offre une expérience inclusive en restauration, puisque le sobrelier permet à tout le monde de profiter de menus en accord avec un liquide, d'accord ? De manière créative et raffinée. On a quelques exemples en France. Alors, on a le Prince Noir à Bordeaux. Alors oui, c'est un étoilé Michelin qui propose un accord boisson uniquement sur des boissons sans alcool. Également, Lava à Paris, qui est cette fois-ci un restaurant qui propose un menu complet uniquement à base qu'on appelle de soft pairing, donc uniquement des kombuchas, des infusions ou encore des fermentations artisanales. Également Acme, qui est un bistrot, qui propose uniquement des boissons à base de bergamote, gingembre et cacao infusé et qui vient donc décliner ses plats en fonction de ce que le client va boire. Donc là, en fait, ils inversent plutôt que faire un accord mets et boisson, on fait un accord boisson et mets. L'un va mettre l'autre en valeur et
vice-versa, Exactement, c'est ça. mais on reste toujours dans l'accord. Ces exemples montrent que le métier de sommelier n'est pas un concept théorique, mais une réalité déjà adoptée par des restaurateurs qui veulent se démarquer et innover. Ça ne s'adresse pas nécessairement à tous les établissements, mais c'est celui qui a envie d'autre chose, qui veut se démarquer sur un autre concept, alors pourquoi pas. C'est un métier stratégique pour les restaurateurs, parce qu'il répond donc à une nouvelle demande sur nos clients qui veulent devenir sobres, sur les femmes enceintes, les sportifs, les conducteurs, ceux qui doivent reprendre le volant en fin de soirée, ceux qui ou n'aiment les pas aussi, consommateurs il y en a. modérés. Il y en a qui n'aiment On a pas. également, on crée donc une expérience gastronomique inclusive, et on peut générer du chiffre d'affaires. Le menu accord sans alcool peut être proposé au même niveau que la gamme de certains accords mets et vins. On renforce une image innovante de son restaurant qui devient un terrain de créativité pour le personnel en salle. Le sommelier pourrait devenir dans les prochaines années un complément naturel du sommelier, voire une spécialisation à part entière dans la restauration, à consonance pour le moment plutôt haut de gamme. Une profession, la nôtre Daniel, qui prouve que la créativité en restauration ne se limite plus à l'assiette, mais s'étend au verre, peu importe le flacon. Voilà. Et donc, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait la discussion, le débat en off, bien sûr, entre Daniel et Chou. Merci de nous avoir... Avec plaisir. C'est bien, on se réveille un peu. Je regrette peut-être plus ce matin. Voilà. Merci à tous. Merci. Diversifiez bien sûr vos offres. N'oubliez pas, bien sûr, qui vous êtes. Comme on dit, choisissez aussi un vrai parti pris, la raison pour laquelle on va vous choisir, que ce soit en hôtellerie ou en restauration. Et moi, vis-à-vis de l'extérieur de tout ça, merci encore pour tout le bien que vous faites aux gens chaque jour, vraiment. Et ne lâchez rien, bien sûr. Et appelez Lumi si vous, si vous perdez le moral. Et allez bien sûr pousser la porte de la maison de l'hôtellerie et de la restauration. Boulevard Jean Perrault, le numéro 122. 12 bis. 12 bis, voilà, 12 bis. Le début était bon. Merci Faut enchaîner. Daniel Chavant, merci beaucoup Chou, merci Gaëtane, tous nos invités, merci Véro et à très vite, très bel été. Au revoir. Merci. Au revoir. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Merci de patienter.